Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis fidèles, et merci de nous accompagner dans chacune de nos lectures. Nous allons aborder, à partir de ce soir, la lecture du 3e volet de la trilogie de Mohammed Dib, Le métier à tisser, après la grande maison et l'incendie. Dans Le métier à tisser, Omar a 14 ans. Il a arrêté l'école et il va rejoindre le monde du travail. On va le voir découvrir de nouveaux compagnons, dans l'adversité et dans la camaraderie. Prête-moi ta plume. وانا مع اصحابي جوال ماشي في طريقي قهوة وقارو دخان لو المورالي شالي والموسيقى ديال زمان قرب يا حبيبي ليلي ونهاري غناير واحد تسمع القروابي وانا مع اصحابي جوال ماشي في طريقي قهوة وقارو دخان والمورالي شالي والموسيقى ديال زمان قرب يا حبيبي ليلي ونهاري غناير واحد تسمع القروابي قولوا للناس قولوا للحاضرين قولوا للغيبين خديت موقفي خلاص قولوا اللي جرني ونساني ما نقطعش الياس ما نقطعش الياس وانا مع اصحابي جوال سمعت صوتي نادي من البعد راه جاي وقيله وليد بلادي دابا موسنين عداو هو في الغربه غادي جاتو ريحه البلاد جاي يسمع الحراشي وانا مع اصحابي جوال سمعت صوتي نادي من البعد راه جاي وقيله وليد بلادي دابا موسنين عداو هو في الغربه غادي جاتو ريحه البلاد جاي يسمع الحراشي ويا الرايح وين مسافر بالك تروح تعيا وتولي يا شحال دمو العباد الغافلين قبلك وقبلي قبلك وقبلي جوال بحر هواوي مع شيوخ زمان الخلوي بعيد الداني مع نجوم راني سهران والقمر ضواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي وانا مع اصحابي جوال بحر هواوي مع شيوخ زمان الخلوي بعيد الداني مع نجوم راني سهران والقمر ضواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Prête-moi ta plume. Au plus fort de la nuit, il s'était rendu, lui et sa mère, au ravitaillement de charbon, et avait trouvé une foule qui faisait déjà la queue. Il n'était pas parti assez tôt. Minuit avait sonné. Ils avaient alors pris place le long des entrepôts qui ravitaillaient des indigènes et commencé l'attente. Pour se préserver, Aïni avait jeté une serviette éponge sur son haïk et lui s'était coiffé d'un sac qu'il avait transformé en capuche à la manière des débardeurs.
Omar s'était mis dès lors à éprouver une sensation qu'il ne savait à quoi référer. C'était comme si une veilleuse l'éclairait en dedans, entretenant en lui une flamme calme et vivace. Les gens patientaient. Sans répit, la fureur des averses les fouettait. La nuit semblait ne point devoir prendre fin. Le ciel déployait de flottantes voilures d'eau qui fondaient dans les ténèbres. Cependant, une lueur chétive, qui avait longtemps hésité à s'avouer, s'était insinuée dans l'espace et la pluie avait donné des signes de trêve. Quelques heures s'étaient écoulées encore, puis l'attribution, au prix de la taxe, de 5 kilos de charbon par personne vivant dans chaque famille avait commencé. Exsangue, le matin s'étirait. Vers 11 heures, leur tour fut venu. Ayant chargé de sacs à moitié pleins sur ses épaules, soulagé, Omar s'en était retourné vite à la maison. Il avait laissé sa mère loin derrière lui. Celle-ci, arrivée peu après, avait aussitôt étendu la natte en alpha, toute effrangée, héritée de grand-mère Mama, et s'était couchée. Le dos, à côté au mur, elle dormait, son fichu roulé juché sur sa tête, comme un baluchon de bain. Ses mâchoires s'étaient affaissées, ses lèvres s'allongeaient en une grosse moue. Omar comprit qu'une chaleur bienfaisante avait fini par gagner les membres gourds de sa mère. À un remous de l'air, la grosse résille du rideau tendu à la porte volta. La pluie éclaboussa le seuil, et une bourrasque plus âpre que les précédentes s'engouffra. Omar s'aperçut seulement alors que le crépuscule lui soufflait sa froide haleine au visage. La chambre tout en longueur, au pavement de carreaux rouges, aux murs chaulés verts, semblait abandonnée, avec ses maigres peaux de mouton et ses loques, son buffet fait en planches de caisse, la vieille natte qui recouvrait en partie le sol. Assis sur la natte, en face de la porte, il contemplait ces objets. Leur mutisme l'étonnait. Ses regards s'appesantissaient sur eux, mais toute chose gardait son visage familier. Il poursuivit sa rêverie. Nul autre bruit que celui de la pluie ne troublait le silence. فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي بلادي يا بلادي حبك يا بلادي انتي يا العمر انتي يا الروح بلادي يا بلادي حبك يا بلادي انتي في قلبي وين الروح جزاير يا وطني الغالي بروحي ودمي نفديك فيما ضحى وجدود ديالي حتى انا ضحي عليك يا الجزاير يا الوريدة انت الكبدة وحبي الوحيد الايام الجاية ان شاء الله سعيدة كل يوم فرحة وكل يوم عيد يا بلادي حبك يا بلادي انتي يا العمر وانتي يا الروح يا بلادي حبك يا بلادي انتي في قلبي وين الروح
الأبطال. اكتب يا تاريخ زيد وزيد، مازال واقفين عليها رجال. يا الجزائر في الزين انتيا وحدك، من عين الحاسدين ربي يحفظك. انتي يمنا واحنا وليداتك، ونروحوا ونولوا لعندك. انتي يا العمر وانتي يا الروح، انتي في قلبي من الروح. علمنا اخضر احمر وبياض، نجمة وهلال من البعيد يبانو. الله يرحم اللي عليه استشهاد، ويطول في عمر اللي ما زالوا. اول نوفمبر في الذاكرة ذات الثورة ضد الاحتلال. 5 جويلية الفرحة الكبيرة، يحيى الجزائر دات الاستقلال. انتي يا العمر وانتي يا الروح، انتي في قلبي من الروح. انتي يا العمر وانتي يا الروح. Prête-moi ta plume. Le souffle précipité de sa mère le tira de ses réflexions. Il l'examina. Une vieille. Une angoisse pinça son cœur. Il n'avait jamais pensé à l'âge qu'elle pouvait avoir. Se livrant à un rapide calcul, 40 ans, se dit-il. Pas même 40. C'était elle, toujours, pareille à elle-même. Mais il y avait cette seconde d'assoupissement, cette journée pluvieuse, ce morne soir. Muet, il la regardait. Et comme si les pensées de son fils l'avaient frôlé, Aïni remua doucement et, incontinent, retomba dans sa léthargie. Lalla avait dit un jour « Une femme seule s'use plus vite qu'une autre. » Comme c'était vrai. Aïni aurait pu être la fille de Lalla. Pourtant, la plus vieille des deux, on eût juré en ce moment que c'était elle. Une bouffée après l'autre lui gonflait les joues avant de s'échapper bruyamment de ses lèvres. Brusquement, elle aspira une profonde goulée d'air et se mit à respirer la bouche ouverte. Omar sentait qu'un gouffre se creusait entre lui et cette femme défigurée par le sommeil. Il restait saisi et comme étranger devant tant de faiblesse et d'abandon. Entre sa mère et la vieille qui gisait là, qu'y avait-il de commun? Quand la faim la surprendrait, est-ce qu'elle aurait ce visage? D'autres questions l'assaillirent. Comment ferait-il pour assister à son dernier soupir? Serait-ce lui qui mourrait avant, ou bien elle, la première? Et il pensait, je préfère mourir pour que maman vive. De larges taches d'humidité rampaient au plafond et sur les murs, dévorant le crépi de chaux. Au travers, suintait l'ombre, eût-on dit, qui s'accumulait dans la chambre. Le jour dehors était encore gris. Prête-moi ta plume.
ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين رحمة ولا شهد مدة سنين سفر ما بان ما عرفت وين جرحي ما براش ودواه قليل دموع الأعيان على الخدين اللي يستنى قالوا خير من اللي يتمنى واللي يتمنى يطلب في ربنا الحنين اللي يستنى قالوا خير من اللي يتمنى واللي يتمنى يطلب في ربنا الحنين اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين بطا ما جاش والوعد طويل ما عرفت علاش يحليلو مسكين ما نتهناش في نهار وليل نعني ما صباش والنوم قليل مازال في غفلة من اللي خرج ما صاب الدخلة رجع كي حلالي ما عندهاش الجنحين مازال في غفلة من اللي خرج ما صاب الدخلة رجع كي حلالي ما عندهاش الجنحين اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين قولي وعلاش يا قليل الخير نسيت المكان وتبعت الغير ما نستناش والولف صعيب نار ما تطفاش الهب الهيب ما بغى يتهنى وانا في خيالو نستنى تقور طير تعلى راحو ولا كي اخرين ما بغى يتهنى وانا في خيالو نستنى تقور طير تعلى راحو ولا كي الاخرين اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي. Les bonnes gens de Dars Bétar se terraient, chacun dans son coin. La cour était déserte. Nul bruit ne s'élevait de l'énorme cuisine commune. Raini n'eût pas été plus surprise si une poigne humaine l'avait arrachée à son hébétude. Bredouillant des sons inintelligibles et sans suite, elle lutta pendant un moment contre des fantômes. L'obscurité de plus en plus dense qui assiégeait la pièce et tournoyait dans les angles achevait de l'intriguer. Voyant une forme à peine esquissée posée à la place de Omar, « C'est un vrai cauchemar, dit-elle, et sa voix se raffermit. Je me suis assoupie, je crois. Qu'est-ce que cet étouffement? Esprit de mes aïeux, le ciel s'est accroupi sur la terre. » Elle demanda à l'enfant. « Tes sœurs ne sont pas encore là ?» L'inquiétude avait percé sous ses paroles. « Elles ne sont pas rentrées, » pensa Omar, pour la bonne raison que la manufacture de tapis ne les lâche qu'à 6 heures du soir. « Pourquoi n'irais-tu pas à leur rencontre, mon petit ? Tu ne sais pas qu'elles sortent à 6 heures. Elles vont être là. »
Tu es à l'abri. Ce n'est pas la peine de se faire du mauvais sang pour les autres. Aïni contrefit la voix de son fils et redit « Elles vont être là !» Puis elle cracha de mépris. Tfou. Il guigna par l'embrasure de la porte le ciel bas, traversé de lueurs bleutées. On le distinguait déjà difficilement, ce ciel. « Ben Mohammed à la maison et ma Fatma au marché. C'est ce qu'on devrait dire de toi. » Regréa encore Aïni dans le noir. « On ne les dévorera pas. Tu ne nous fais pas du feu? Tu devrais être en train de travailler si tu n'avais pas le cœur mort, au lieu de rester caché. » Bon, mieux valait ne pas répondre. Elle se croyait vouée à rassembler des désastres sans mesure sur sa tête. Elle eût mieux fait de chauffer un peu la pièce. C'était exaspérant comme elle usait chichement du charbon qu'octroyait le ravitaillement. On ne se permettait pas le moindre feu. On ne se permettait pas le moindre feu par les froids les plus acérés. Après avoir préparé les repas, elle mouillait le foyer pour épargner la braise. Propre à rien. Même si j'essayais de mettre le nez dehors, se défendit-il, n'y tenant plus. Tu me vois dans la rue? Avec quels vêtements? Ses habits avaient été trempés la veille, et il n'en avait pas de rechange. Toi, c'est manger et coucher qui t'intéresse, proféra-t-elle. Et d'une voix de somnambule, elle ressassa. Tu as trouvé l'hôtel et le restaurant. Profite. Un bon jour, on te cherchera et te voilà disparu. Tôt ou tard, tu finiras par t'envoler comme les autres. Les autres? Quels autres? S'interrogea le gamin effaré. Après cela, il l'écouta sans sourciller. Il connaissait ces redoutables retournements d'humeur. Chaque fois, c'était la même chose. 3 jours auparavant, elle lui avait dit, oubliant qu'elle l'avait conduit elle-même chez Mahibou'nen, « Si tu étais resté à l'école, tu aurais pu plus tard avoir une place dans un bureau, ne serait-ce que comme balayeur. Qu'est-ce que tu vas être? Un tisserand? Tu travailleras jour et nuit et tu n'atteindras pas le bout de pain. Entends-tu? Tu n'atteindras pas le bout de pain. » L'engourdissement nocturne s'emparait de la vaste maison. La pluie, qui avait redoublé d'ardeur entre-temps, confiait à perdre haleine ses radotages à la cour et aux galeries. Après être restée un moment silencieuse, Aïni ajouta « Parce que tu te prends pour un homme. » Et de nouveau, elle le traita de sans-cœur, de sangsues. Elle devenait la proie de sa colère. « Peut-être penses-tu, blâma-t-elle encore, que mon cœur n'est pas assez tailladé. » Les clameurs de la bise, le grignotement de la pluie, à quoi se mêlaient les récriminations de Aïni, firent se lever en Omar une insupportable tristesse. Le désespoir de Aïni provenait d'autre chose. Sur cette terre maudite, nous avons été enfantés comme des objets d'opprobre, grommelait la mère. Nous avons été nourris comme des objets de rebut, et nous avons été abandonnés comme des parias. Même notre pain est noir, comme est noire la nuit qui nous entoure. Prête-moi ta plume. الصباح في الطريق نمشي لقيت ملاك رحت لعنده رحت نجري داك الزين هادوك العينين ما فيها شك ما كان اثنين بهاد الزين
رمقني بالليل شحال حنين داك الطير معرفت نقول معرفت ندير وليت نطير في السما وليت صغير وش راه يصير مشات وراحت بعيد قولي لي وين قولي لي وين كنتي كيفك انتي ما بغيت مثال قولي لي وين قولي لي وين رحتي حاب نشوفك وكون معاك اليوم وانا بالي مشغول وليت نقول راني احلام ولا راني النوم مر الزمان فات ونسيت وصوتها من راسي انا نحيت ما قدرت نعيش حتى وين تلاقين حنا التنين ما وليت حزين دخلت في قلبي بابك بيت تبدل الحال معاه وليت سعيد ورحنا بعيد يا ربي استرنا حفظنا من العين قولي لي وين قولي لي وين كنتي كيفك انتي ما لقيت مثال قولي لي وين قولي لي وين رحتي حاب نشوفك ونكون معاك قولي لي وين قولي لي وين كنتي كيفك انتي ما لقيت مثال قولي لي وين قولي لي وين رحتي حاب نشوفك ونكون معاك Prête-moi ta plume. Omar regardait la trouée pâle de la porte et la nuit au-delà. Aïni sur sa couche songeait. Le garçon passait ses actions en revue et se sentait coupable malgré lui. Les plaintes de sa mère l'avaient touché. Plusieurs minutes s'écoulèrent, puis Aïni s'enquit. « As-tu revu le tableau de la mairie ? On n'annonce pas de distribution de farine ? » ?»« Non, rien. Il n'y a de marqué que l'huile et le savon que nous avons touchés. Si on compte comme la dernière fois, on aura de la farine dans 8 ou 10 jours. Il ferait bien de se dépêcher. » Marmonnant ces syllabes, elle poussa un profond soupir. Ouf. D'un accent distrait, elle ajouta « Des mendiants arrivent de partout ces jours-ci. » Rien d'étonnant à ça par les temps qui courent. Assis en tailleur sur la natte, ses pieds nus dans ses mains, Omar écoutait le fracas de la pluie et fixait l'obscurité des yeux. Ses sens se tendaient vers la nuit que dévastaient les bourrasques. Soufflant tantôt du nord, tantôt de l'ouest, le vent fonçait à grands bonds. Il tentait de fracturer la ville, mais se heurtait, aveugle et forcené, à toutes les issues, et les trouvait closes, barrées. Quoi qu'il en coûte. Et devrait-on le payer de son sang ? Il faut se battre contre tout.
Cette lucidité projeta une violente lumière sur ses pensées. Un piétinement précipité, précédé du vacarme de la porte d'entrée, renvoyée à toute volée, secoua l'apathie massive de Darsbetar. Dans la bousculade qui s'ensuivit, des plaintes, des exclamations fusèrent. « Les voilà !» annonça-t-il dans un sursaut. « Grive-toi la figure, n'ai-je pas des oreilles pour entendre ?» répliqua Aini. Des pas vifs claquèrent en bas. C'était Aïcha et Myriam, avec des petites voisines qui rentraient du travail. Elles pestaient contre la hargne du ciel, mais leurs voix roucoulantes débordaient de rire. « Allume !» enjoignit Aini à son fils. « Cette obscurité me pèse sur le cœur. » Les deux sœurs ne tardèrent pas à se montrer, le voile rejeté en arrière. La pluie qui avait filtré à travers la haïque leur plaquait des mèches de cheveux sur les joues. Tout changea à leur arrivée. Séance tenante, elles se répandirent en un papotage volubile, coupé par des petits cris. C'était à qui parlerait la première, et quand l'une y parvenait, l'autre aussitôt s'insurgeait. « On t'entend du bout de la ville, arrête-toi, bouh !» À quoi l'une, si ce n'était l'autre, ne manquait de répondre. « Tu veux me bâillonner, mon œil !» Aini bougonnait. Chipotant, les deux filles se mirent à faire un peu de ménage, mais Myriam, vite fatiguée, s'étendit sur la natte. Elles ne s'arrêtèrent pas, néanmoins, de pérorer tout le temps que Aïcha vaqua dans la pièce. Omar s'en aperçut à l'instant où, subrepticement, celle-ci s'éclipsa pour aller rejoindre Zohor au rez-de-chaussée. Le silence était revenu. Prête-moi ta plume. يا الناس
Prête-moi ta plume. Zohor avait quitté son mari quelques jours plus tôt et était entourée d'une ardente sollicitude. Plus que toutes, les jeunes filles se montraient avides de connaître ce qu'avait été pour elles le mariage. Ce monde cactant excité se rassemblait en bas dans la chambre d'une voisine. La mère de Zohor n'eut pas supporté de voir ces réunions chez elle. Pour peu qu'on lui attrapât le nez, comme on dit, elle fondait en larmes. Déjà, à la première dispute entre Zohor et son mari, elle avait préféré ne point intervenir et fait grise mine à sa fille éplorée, craignant qu'elle ne lui revînt, renvoyée pour longtemps et, qui sait, peut-être même répudiée. Devant pareille éventualité, elle était prise de terreur. Et voici qu'à présent, Zohor se trouvait à Dars-Betar. Pauvre mère. Lorsque sa fille lui eut conté par le menu tout ce qu'elle avait enduré, la vieille femme s'était contentée de répondre. Quand l'une de nous est battue dans un coin, elle se réfugie dans un autre, mais reste chez elle. Omar avait appris ces détails par les conversations de ses sœurs. Zohor, il l'entrevoyait seulement de loin, l'espace d'un éclair, en tunique de soie rose et avec des boucles d'oreilles d'or. Qu'elle avait changé. Prête-moi ta plume. أصبح ربي في الحومة بالك تكون لي في راسي كابابل اكسبلوزي من الغمة غير خطيني ولا تباسي يا وشت بابي شطوحت كوما تمشي وتقول لي سي باسي قلبي تكمش ودي فورما سون فيزاجي سي بيان راسي لو كانت ديري فيا مزيان هبط الناس مانيش مهبول يا الخلويات زوجي بيا ولو طونفي با جو سوي تري كول قاتلي بوسة عينك يا النية اسكراك سكران ولا مزطول يجيلك بابا ومع خويا تندم على وش راك تقول قولي قولي يا المجنونة قولي هاجي عندي للدار لو نشعل لك الطابونة وانتي عليك يا وخبز الدار ما عندي خدمة لا سكنة جست امتي كارطون في الطروطوار يدي في جيبي مدفونة والله لبانا شومة هاي طروشتيني وبربشتيني نهترف بخيالك طول الليل كي نشوفك مخي يفريني واللي كاليك الطونوبيل قالت ويدارك حاب تدراقيني روح اخدم ودير التاويل درك حبس ما تقنيني شغل بينوكيو بني فك طويل قلبتي لي لازم يسفر بصح ما فهمت واش صرالي حبيت نفتحها كون بونكار ونعطيها بهربة لإيطاليا دمشت روحي مضافر جابيت دون ان غران بالي جو توشري ان تري بون سالير ونكسب كوبي كابريولي قولي قولي وهر مجنونة وقولي يا جاندي للدار ونشعل لك الطابونة وانتي يا طيبي خبز الدار ما عندي خدمة لا سكنة جست امتي كارطو فطر طوار يدي في جيبي مدفونة والله غالب انا شومار ضحكت وخالتي الفنيان عقلك ما راهوش في مكانه نهار اللي تولي نسان تعرف عيوبك وين كانوا بعد ما تفتح بلا دخان يبداو لي صفار يبانو ولا في عقشون الفنان اليوم اللف راه بشانو وعطيت الريح لرجليا وبقيت نبكى لسادية لو كان
جات الدنيا دنيا ولي نتمنى يكون بين يدي دعوني بالخير يا ولدي وطلبوا ربي يشفي مرضي وسقسوا على لي كتب في الغنية يقولوا لكم عبدي الباندي قولي يا مجنونة وقولي لي واش عجبني فيك سود سعادك المعفونة شمك ولي أزماتك راسك جاي شغل طابونة دير على لونيون سوفيتي كان جات في يدي كسرونة ضربك ديال دي فورمي. Prête-moi ta plume. Il avait à la main du pain et une sardine froide de la veille. L'aube blanchissait l'air. En vain, pourtant, le jour tentait-il de se dégager de la lividité glacée qui plombait le ciel. Au loin, venait de retentir le sifflement d'une sirène, tel un cri d'homme qu'on écorche. Omar avait commencé à mordre dans le pain et la sardine, au milieu de leur froid, et cet air fouettait son appétit. Les rues étaient encombrées de mendiants, si bien qu'en maints endroits il devait enjamber des corps pour passer. C'était comme autrefois, quand les chevriers parcouraient la ville aux premières lueurs du jour, et que leurs troupeaux hantaient avenues et ruelles. Les chevriers, alors, écrasaient les pies à même les terrines qu'apportaient des citadins ensommeillés. À présent, on enjambait des hommes et non pas des chèvres. Les vagabonds avaient des visages brûlés, secs. C'étaient des femmes, à la féminité sacrifiée, assises sur les trottoirs ou les marches des magasins, des hommes debout, couchés, pliés en deux, cachant les mains sous leurs guenilles. Il les observait au passage et mangeait. De petits jours en recelaient un grand nombre. À mesure qu'il marchait, il en découvrait de nouveaux. Il y en avait beaucoup plus qu'on ne l'aurait jamais supposé. Il s'avança vers l'un des vagabonds, un petit, à la figure tannée, hésita, puis tendit pain et poisson. Il lui demanda s'il voulait les prendre. « Donne. Tu es un mendiant, toi ?» Quelques-uns se rapprochèrent. D'autres le regardèrent de loin sans se déranger. « Si je suis un mendiant ?» Oh ! Les quelques curieux qui s'étaient rassemblés tendaient le cou vers Omar. Les femmes, campées sur des sacs, tournaient la tête pour mieux le détailler. Personne n'ouvrait la bouche. Nul ne bougeait. Il l'aurait considéré sans doute longtemps de la sorte si l'homme, plantant là Omar, n'avait commencé à s'affairer, à se pencher vers une fillette adossée à un mur. Doucement, il émietta un peu de pain, et de sa main qu'il glissa sous le châle de l'enfant, il le lui mit dans la bouche. Elle n'était pas grosse, ni très belle, la fillette. Hommes et femmes, sans rien dire, la regardaient manger à présent. Elle grignotait du bout des dents, mais secouait la tête. Ses yeux noirs brûlaient, enfiévrés, et paraissait sourire au fond du capuchon que formait son châle noué autour du cou. Le vagabond, qui devait être le père, couvert d'un morceau de toile cirée cousu ensemble avec des carrés de drap militaire, se redressa. Il tenait le pain et le poisson d'une main. Il ne savait qu'en faire. Le vent lui rabattait contre le nez le collet lâche de l'espèce de capote qu'il portait. Tout en haut, passé, pressé dans le ciel pluvieux, des nuages, en vol serré. La fillette ne voulait
ou ne pouvait plus manger. Tous les regards se fixaient maintenant sur le père. « Que faire ?» dit-il d'un ton plaintif. Pas un seul homme, pas une seule femme dans l'assistance ne laissa échapper un son. Omar partit en courant, en filant la rue tout droit devant lui. Il galopa à grandes enjambées entre les façades grises et des trempés qui partaient se rejoindre là-bas. Les métiers ruaient et claquaient. Omar s'escrimait, l'esprit préoccupé avec son dévidoir. Il tirait le brin comme s'il évidait de son intestin un mouton éventré. Au fur et à mesure que le châssis de roseau virevoltait, un tas vaporeux se déposait à ses pieds. La bouche d'air qui béait près du plafond, protégée par un grillage, diffusait une pâle clarté. Les tisserands s'agitaient dans le demi-jour feutré, où leurs faces cireuses évoquaient des spectres. Oui, il prenait fort bien les choses, il n'était pas fier. Renvoyées par la voûte, les paroles de Basqali vibrèrent pathétiquement. De la nostalgie s'y trahissait. Il avait dit un instant plus tôt avec la même intonation: il respectait encore le travail des hommes. Les tisserands avaient des gestes prompts. Le vieil ouvrier garnissait de chêne, dans l'encoignure la plus profonde, les fusées en roseau dont une pleine caisse bâillait près de lui. Son rouet grinçait, infatigable, produisant un bruit de grosse marmite qui bout. Sqli parla encore par phrases laconiques, entrecoupées de longues pauses. Il raconta que certes, dans le passé, on ne connaissait pas le chemin de fer, ni l'auto, ni les autres merveilles de ce siècle, mais le travail était une bénédiction. On gagnait plus d'argent qu'on ne pouvait en dépenser. Et quel patron il y avait! Quels gens! Comme tout était bon marché! Omar n'avait d'attention que pour cette voix fêlée. L'une des impressions les plus vives qu'il eût ressenties les tout premiers temps, ce fut justement Sqli qui la lui avait procurée, avec sa figure ratatinée toute rose, son nez cassé, écorché par des lunettes ovales, ses yeux qui larmoyaient, troubles, sous l'épaisseur des verres, et implorants, tels ceux d'un chien sans maître. De sa bouche en creux, dissimulée par une barbe argentée, la voix grêle s'échappait, ne vous lâchez plus. Le garçon ne s'expliquait pas les paroles du vieux. Se pouvait-il qu'il eût tant besoin de respect? Omar le regarda de même les tisserands, que ceux-là aussi eussent besoin de respect. Une pensée saugrenue lui vint en tête. Nous pourrions aussi bien être de ces mendiants qui occupent la ville. Ils ont l'air même moins terribles que nous. Nous sommes là, et le monde marche au-dessus de notre tête. Al-Qacha interrompit ses réflexions et dit: « Ce temps est parti avec les siens. » Après qu'il eut fait cette constatation, il s'essuya le front avec la manche de sa chemise, retira la cheville qui immobilisait l'ensoupleau, puis de nouveau, il chercha à apercevoir Sqli. Les patrons sont devenus plus avares et surtout plus durs depuis qu'ils tâchent de ramasser dans le moins de temps possible un argent avidement disputé à celui qui en gagne trop peu. Il donna 2 tours d'ensoupleau.
Omar prit plaisir à entendre sa voix de poitrine bien pleine. Aqasha était le bon géant qui lui avait donné du pain et des olives le jour où il débutait. « Dieu a détourné sa face de nous, » répliqua le vieil homme, « et tout a dégénéré. Et le pauvre est devenu plus pauvre, et le pain plus cher. Voilà ce qu'il en est. » Quelqu'un fut subitement pris d'un hoquet. Omar reconnut la façon particulière dont Hamdouche manifestait sa bonne humeur. On aurait dit qu'il se gargarisait. De même qu'on flatte une brave bête du plat de la main, Aqasha tapota les nappes de la chaîne pour en éprouver la tension. Il hocha la tête comme s'il ne trouvait rien à répondre, ou plutôt comme si, dans ce cas, il n'y avait rien à dire. Friction sur Strigil. Que le Seigneur nous conduise à la Mecque, marmonna son aide, Hussein Tarf. Aqasha distraitement murmura en écho tout en raccrochant la tempia. Dieu le veuille. Les deux tisserands, attelés au même métier, reprirent leur travail. Dans une succession de gestes sûrs, Aqasha reçut la navette que lui lança Hussein Tarf, ramena le brin de laine, appuya des orteils sur une des pédales, envoya la navette. Ensuite, il rabattit brutalement le peigne. En 2 élans brefs, il tassa la trame. Son compagnon toisait de nouveau une double longueur de fil. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. خويا المدني عنده ليسونس ويعاني يخدم لاطاش بالعاني حابي زوجو خويا المدني ماشي في
ذاك اليوم خويا المداني ما جا النوم عرف باللي صوريه من فرحة حرام خويا المداني يهدر غير بالمعاني قال لي نبدل ترى بجناني انا يا نروح ما طاح وسناني من خدمة طاب جناني على 100 مليون تجفاني وقسيت تنساني بالليل انا نروح بالليل انا نروح بالليل انا نروح بالليل انا نروح Ceci est un épisode de ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ceci est un épisode d'un jeune Algérien. Aucun sou dans ma poche, dans ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. C'est la vie de la misère d'un jeune